est-ce qu'on s'emmerderait pas un tout petit peu? Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, menu crowdfunding comme chaque dimanche. Et oui, question qui se pose en ce début d'année 2025. Est-ce qu'on se ferait pas un tout petit peu chier sur Kickstarter, sur GameFound, sur les différentes plateformes de financement participatif? Alors on doit bien le dire, hein, janvier vient de se terminer, et pour l'instant, c'est pas folichon. Alors bon, est-ce qu'on a fait trop de folie de nos corps du côté des éditeurs? Est-ce qu'on a bouffé trop de gâteaux, trop de bûches de Noël, et on a du mal à se lancer dans cette nouvelle année, et du coup on se lance pas sur Kickstarter, sur GameFound? Je ne sais pas, mais pour l'instant, vous le savez, hein, ce premier mois de janvier nous a pas offert des masses de campagnes vraiment très intéressantes. Il y en a eu quelques-unes. Il y en a eu quelques-unes, des belles petites. On a eu récemment Everdell qui a fait un très beau résultat avec un nouvel opus. On a eu la belle petite surprise Postcards, qui est un truc français en plus, qui est sorti il y a quelques semaines. Il y en a eu quand même d'autres. Il y a quelques projets intéressants par-ci par-là. Mais globalement, c'est pas la folie. Du coup, généralement, vous le savez, le menu crowdfunding, c'est entrée, plat, dessert, par ordre croissant d'intérêt. Mais là, on s'est retrouvé quand même récemment à avoir des menus avec entrée, quelques plats par-ci par-là, mais niveau sucre, on est un petit peu à plat. Faut pas être diabétique. Hein. Donc là, pour l'instant, autant vous dire que on va pas se fendre la poire avec des carottes râpées. Hein. Il faut un petit peu de sucre également quand même. Ou au moins des plats de résistance qui tiennent un petit peu au corps, vous voyez, hein, même s'il y a parfois des projets un petit peu démentiels avec beaucoup trop de matos, beaucoup trop ambitieux, on s'en fout, hein, ces projets-là, c'est un peu comme une raclette un soir de canicule, on transpire, mais ça passe, parce que bon, fondamentalement, ça reste de la raclette, voilà. Bref, cette semaine encore, début février, eh ben, on reste dans cette lancée de début 2025 où bah, on s'emmerde un petit peu, il faut bien l'avouer. Et bah voilà, c'est encore une fois un menu qui va certainement rester sous les 60 minutes. En tout cas, je l'espère, ça me fera un montage relativement facile à faire. Et vous le voyez, bah, vous le voyez pas encore, non, vous le voyez pas du tout, bah, sauf si vous regardez déjà les chapitrages en réalité, mais je sais pas pourquoi je dis ça. Vous le voyez pas du tout, mais je vous le dis, il y aura encore une fois pas de dessert, à moins que éventuellement je ne fasse une petite entorse et que je place un truc que j'estime devoir mettre dans les plats principaux, dans les desserts, pour la simple et bonne raison qu'il fait un énorme résultat et que ce n'est pas attendu. Je me tâte encore un petit peu, mais si je le mets en dessert, c'est vraiment un petit peu pour faire le forcing, pour avoir un dessert, vous voyez. Mais bon, dans une semaine un petit peu chargée, comme on en voit parfois, il serait plutôt dans les plats principaux, sans avoir trop à tergiverser à ce niveau-là. Bref, sans plus tarder, j'ai envie de dire, on est parti, entrée, plat, peut-être un semi-dessert, selon mon humeur, on verra bien. On se lance dans les entrées avec une entrée thaïlandaise. C'est pas souvent, mais oui, vous voyez ainsi un Bangkok, un projet qui nous vient de Thaïlande. C'est Velalen, un primo-éditeur apparemment, ou en tout cas primo-éditeur sur Kickstarter, qui se lance avec Ordinary Me, qui est un projet Make 100, hein, qu'on en voit de plus en plus sur Kickstarter. C'est histoire de se lancer, de lancer un premier projet, de voir un petit peu où ça nous mène, de tâter un petit peu le terrain. On n'en fait que 100 copies et c'est marre. Et du coup, c'est là-dessus qu'ils se sont lancés avec Ordinary Me. C'est thaïlandais, mais ça ressemble très clairement à des dessins animés américains des années 50-60. Ce qui est plutôt charmant, hein, ça a son charme. Les 103 contributeurs sont déjà présents, donc le Make 100, autant vous dire qu'il n'y a plus grand chose qui reste en réalité. On va voir, il y en a encore 12 disponibles sur 100. Ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui potentiellement ont baqué à 1$ peut-être. Et il y a un Ordinary Tier qui lui est pas limité pour le coup. Il n'est pas limité à 100 exemplaires. Ça l'est. Ça, non. Donc en gros, 24$, 24$, qu'est-ce que ça change? Ça c'est la boîte de base, ça il y a une sorte de couverture sur le dessus, c'est une sorte de deluxification très 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 légère pour le coup j'ai l'impression, ça change pas grand chose. Mais bon, quoi qu'il en soit, Ordinary Me, c'est un petit jeu compétitif dans lequel on va simplement travailler, dépenser son argent pour aller en vacances, essayer de gagner un petit peu de bonheur et ne pas tomber en dépression. Thématiquement c'est assez intéressant. Mais après, en termes de gameplay, ça n'a pas l'air de révolutionner quoi que ce soit. Voilà, il faut bosser son équilibre work-life, comme on dit récemment.
J'aime bien la DA, c'est choupi, les mécanismes n'ont pas l'air d'être particulièrement affriolants ou intéressants, donc je ne me suis pas penché plus que ça sur son sujet, d'autant plus que, bon, les frais de port pour l'Europe, à mon avis, vu que c'est un truc qui nous vient de Thaïlande, ça ne va pas y donner, quoique, c'est tout petit quand même, donc après tout, non, c'est 15$ les frais de port, mais le jeu lui-même coûte 24, donc c'est quand même plus de la moitié en frais de port, ça douille un petit peu. Voilà pour Ordinary Me, qui malgré tout avait un titre qui me correspondait bien, donc c'est dommage. Ça fait 3-4 ans qu'on voit s'approcher de nous progressivement une mode sur Kickstarter, pas encore trop sur GameFound, celle de la campagne à 2, voire 3, voire très rarement 4 jeux. Et de plus en plus d'éditeurs se lancent un petit peu dans l'aventure, c'est le cas cette fois-ci de Grail Games. Donc les gens de Ashfield, c'est en Australie ou c'est en Nouvelle-Zélande, j'oublie toujours, c'est en Australie. Grail Games, ils font toujours des projets également en français, donc je suppute, je subodore qu'on a certainement un Français dans l'équipe, voire même que le boss habite pas aux États-Unis, mais en Australie, mais qu'il est français. Je ne sais pas trop. David Harding, a priori, c'est plutôt anglophone. Bref, il y a certainement un francophone dans l'équipe. Et du coup, c'est à leur tour de se lancer dans la triple campagne, avec cette fois-ci Farmhand, Tango et Small Fjords, et des jeux à l'ambiance très différente. On voit qu'on a de la basse-cour, on a de la Scandinavie, et on a du tango, donc absolument rien à voir, et toujours le petit drapeau français. Donc oui, on aura des VF disponibles pour ces 3 jeux. Ces 3 jeux qui, d'ores et déjà, ont recueilli 520 contributeurs. Alors, pas forcément pour les 3, on peut choisir tel ou tel jeu selon son bon vouloir, bien évidemment, et vous vous doutez bien qu'il y a une petite ristourne si vous prenez la totale. Il reste 16 jours avant la fin de la campagne, le projet est financé largement avec 16 000 € d'engrangés. Pour ceux qui, éventuellement, l'auraient oublié, Grail Games, c'est un éditeur qui fait pas des scores hyper conséquents, mais qui a quand même une présence qu'on a repérée depuis longue date maintenant sur Kickstarter. On les avait vus récemment, pour ne citer que quelques projets un peu récents, Fjords, The Gardens, Silicon Valley, qui malgré le nom de l'auteur avait un petit peu bidé, Manhattan Project War Machine, par contre celui-là a l'air très cool. D'ailleurs, ils vont sortir un autre Manhattan Project dans l'année, également, qui a l'air d'être assez intéressant. Barony pour une nouvelle édition, donc jeu de Marc-André tout de même, et donc ils se lancent avec cette triple campagne pour ces 3 mini-jeux. C'est les premiers de leur gamme apparemment, et bon, vous voyez, comme souvent c'est le cas de ces mini-jeux pour beaucoup d'éditeurs, ça paye pas trop de mine, hein, visuellement parlant, ça envoie pas du pâté, soyons tout à fait honnêtes, mais en même temps vous allez voir que c'est quand même assez accessible à tout point de vue, en termes de gameplay, très accessible, très familial, mais également en termes de tarifs, hein, c'est vraiment abordable. Voilà un petit peu un aperçu des composants dans chacune des 3 boîtes. On voit que Tango, c'est essentiellement des cartes, quelques petits tokens. Il en va de même pour Hand Farm. Là, on a plus de tuiles, des petits cubes, etc. pour Small Fjords, mais ça reste très contenu quand même. Tango est à 13$ australiens, donc attention, c'est encore un peu moins cher si on passe en dollars américains, c'est 8$. Pour ce qui est de Small Fjords et Farmhand, c'est un poil plus cher, mais c'est quand même 10$ américains, ça reste extrêmement compétitif, pour citer un vidéaste que vous connaissez certainement. Farmhand, c'est pour 2 à 5 pour des parties de 20 minutes, avec un petit solo mode, c'est du trick-taking, autrement dit du jeu de pli, avec des enchères et beaucoup de rire apparemment. On a ensuite, j'arrive pas à le retrouver, tiens, voilà, Small Fjords, pardon, c'est pour 1 à 2 joueurs, donc bien sûr solo inclus. C'est du placement de tuiles, du contrôle de territoire, et ça se veut être un jeu relax, chill, comme disent les jeunes, ou les plus si jeunes en réalité, je sais plus. 20 minutes la partie et 10 ans et plus. Et puis finalement, vous avez Tango pour 2 joueurs. C'est encore une fois un jeu de pli qui se veut assez thinky, donc il va falloir quand même se creuser les méninges malgré un jeu relativement accessible, puisqu'on voit que c'est pour 10 ans et plus, pour des parties d'environ 30 minutes. Voilà donc pour ce qui est de Grail Games. Les pledges rapidement, parce que je vous ai dit qu'il y avait une petite ristourne si vous preniez les 3. Elle est ici. Farmhand, Tango, Small Fjords, c'est à 26$ si vous prenez les 3. Rapidement, j'avais dit que c'était 10, 10, 8, donc 28. Ouais, il y a 2$ américains de ristourne si vous prenez les 3. Voilà donc pour ce qui est de ce nouveau projet de Grail Games, avec les 3 premiers mini-jeux de l'éditeur, 520 contributeurs, 16 jours avant la fin de la campagne, et bien sûr une VF pour les 3.
Très rapidement sur GameFound, Tactical Workshop nous a sorti une nouvelle campagne avec 1811 Albuera Second Edition, un petit jeu de wargame, et je dis très rapidement parce que bien évidemment les wargames, vous le savez si vous êtes abonné à la chaîne depuis quelques temps déjà, j'y connais strictement que dalle. Donc je vais pas en parler et dire des grosses conneries, sachez juste que c'est pour 1 à 2 joueurs pour des parties de 8 heures. 8 heures, faut prévoir un peu de temps quand même, hein. 12 ans et plus, avec un contexte historique que j'imagine hispanophone à minima. Est-ce que c'est en Espagne? Est-ce que c'est en Amérique du Sud? Non, c'est un truc napoléonien, donc a priori c'est plutôt en Espagne, entre l'Espagne et la France, j'imagine. Pour le reste, ça a l'air d'être du wargame relativement classique, les unités avec différentes statistiques, c'est pas hyper classe visuellement parlant, mais bon, on a un petit peu l'habitude avec les wargames. Je pense que c'est un public qui se contente assez facilement de ce genre de visuel là, qui est un petit peu plus difficile à accepter quand on est juste fan de jeux de société contemporains, on va dire, mais à tester un de ces jours, pourquoi pas. Ça a l'air d'être assez riche pour le coup, le background historique est relativement intéressant. Pour l'instant, à peine 100 backers sur le projet qui n'est pas encore financé, et pas de VF à l'horizon pour 1811 Albuera. On reste sur GameFound cette fois-ci pour Gran Fondo, un jeu qui rappellera bien évidemment des souvenirs de Flamme Rouge à bien des gens puisqu'il partage la même thématique, à savoir le cyclisme. Sauf que cette fois-ci, on n'a pas des tuiles qu'on va, imbriquer les unes aux autres pour créer des pistes, on aura déjà des pistes préexistantes, donc peut-être un petit peu moins de rejouabilité, de variabilité à minima en tout cas. Gran Fondo, pour l'instant, de ce qu'on peut en voir, pour l'instant, à l'état de prototypal, on voit qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle pour ce qui est de la création des images. Ça se voit un peu comme le nez au milieu de la figure, mais je crois, c'était ici je crois, qu'ils nous disent qu'ils ont bossé avec de l'IA générative pour les images, mais qu'ils entendent bosser avec des illustrateurs comme il se doit, une fois le projet terminé sur GameFound, je crois. J'avais lu ça il y a 2-3 semaines, enfin pas 2-3 semaines, si 2-3 semaines, mais la page de pré-campagne, avant que la campagne elle-même ne se lance. Du coup, je sais peut-être, avec quelques oublis facultatifs, qu'ils vont rebosser sur les images à minima, ou faire une refonte totale, avec de vrais artistes, a priori en tout cas. Bref, je vous le disais, jeu de cyclisme est donc comparable en cela à Flamme Rouge. C'est pour 1 à 4 joueurs, voire même jusqu'à 6 joueurs avec l'extension, pour 10 ans et plus, pour des parties d'environ 1 heure, donc 60 minutes. La VF est disponible, et ça fait plaisir, d'autant plus que c'est de toute façon language independent, donc en réalité, si une personne peut lire le livret de règles et l'expliquer aux autres, vous êtes bon. Et la différence aussi avec Flamme Rouge, c'est que vous n'aurez pas 2 mais 3 cyclistes dans votre équipe. Voilà, c'est ça, 3 cyclistes spécialisés. Donc on aura certainement le grimpeur, le sprinter et l'autre, je sais pas, le rouleur, j'imagine. Bref, quoi qu'il en soit, on aura de la course, de la stratégie, du push your luck et du hand management. Bref, tout ça rappelle quand même beaucoup Flamme Rouge. Donc en quoi va-t-il se démarquer au-delà de l'aspect 3 cyclistes par équipe et non 2 comme dans Flamme Rouge? C'est un petit peu difficile à dire, mais apparemment le thème a l'air d'être assez fortement intégré au jeu. On a des composants qui, semble-t-il, sont de très bonne qualité, beaucoup d'interactions entre joueurs comme dans beaucoup de jeux de course, des tours assez rapides, des règles très accessibles. Bon, après tout, pour ceux qui ne connaissent pas encore Flamme Rouge et qui s'intéressent au cyclisme, qui n'ont pas encore beaucoup de jeux de course éventuellement, ça peut être une porte d'entrée intéressante, mais j'avoue que du coup, si c'est le cas échéant, j'ai plutôt envie de conseiller Flamme Rouge qui, lui, pour le coup, a fait ses preuves depuis de nombreuses années et est quand même reconnu comme étant un excellent jeu dans sa catégorie. D'ailleurs, pour tout vous dire, Xavier et moi-même, quand on avait été invité à jouer à Flamme Rouge pour la première fois chez un autre collègue à nous, on s'était un petit peu regardé en se disant ouais, le cyclisme, bof. Et le soir de la première partie qu'on a fait de Flamme Rouge, j'ai acheté le jeu en ligne. C'est pour vous dire à quel point ça m'avait marqué. Mais donc oui, Gran Fondo vous propose peut-être une expérience un petit peu similaire. On a un pledge de base à 40 € qui vous permettra de jouer de 1 à 4 joueurs uniquement. Ensuite, vous avez, alors qu'est-ce que ça change? Le winner pledge de 1 à 6 joueurs, c'est le gameplay all-in à 55 €. À 70, on a un deluxe all-in pour 1 à 6 joueurs. Et à 85, The Real Champion Pledge Deluxe 1 to 6 Players Gameplay All-in.
qu'est-ce que ça change par rapport à celui-ci qui est déjà du Deluxe? Extension plus tous les Core et Expansion Stretch Goals plus Playmat. Ok, alors c'est quoi la différence avec celui-ci? Game Board Playmats, Expansion Game Mat. Je vois pas très bien la différence entre le pledge à 85 et le pledge à 70, si ce n'est les 15 euros. Et si c'est le cas, c'est chiant. Mais je pense pas, je vois juste pas la différence, mais il y en a forcément une. Ah, on voit qu'il y a un élément en moins. C'est peut-être un truc de Game Mat. Là, je vois le Game Board Playmat. Mais j'avais vu un truc de Game Mat aussi ici. Expansion Game Mat. Ok. Bon, est-ce que les Playmats sont pas disponibles pour l'extension dans le pledge précédent? Je sais pas. Mais bon, ouais, vous avez un pledge de 40 à 85 euros en fonction de la deluxification et du nombre de joueurs auxquels vous voulez jouer à ce jeu. Voilà le how to play très brièvement, hein. Vous avez une map avec différentes cases sur 3 de largeur. Et ben, le premier qui réussit à terminer le parcours l'emportera, sauf que vous devrez gérer 3 coureurs et non plus 2, comme c'était le cas de Flamme Rouge. Ça a l'air intéressant sur le papier, autant que peut l'être Flamme Rouge, mais du coup, moi j'ai Flamme Rouge avec les extensions, donc je vais rester dessus, bien évidemment. Et c'est vrai que la DA, pour le coup, est pas vilaine, hein. C'est vrai qu'on voit beaucoup de IA génératif de ci, de là, pour ce qui est du projet en son état prototypal actuel, mais si c'est corrigé à la suite et qu'on a suffisamment de courses, parce que pour l'instant on voit essentiellement ce plateau-là, si on a suffisamment de courses, de coureurs potentiellement légèrement asymétriques, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Donc à voir, à checker, pour l'instant difficile d'en juger. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc pour Grand Fondo, pour l'instant c'est 17 000 euros d'engrangés, donc financé avec 260 backers 20 jours avant la fin de la campagne. Encore une VF, décidément, on est garni cette semaine. Garni de très petits projets, hein, garni de projets entrée de menu de la semaine. Donc bon, c'est pas non plus hyper passionnant, mais au moins on a des VF. Ce qui sera pas le cas pour les plats principaux, ce qui est quand même paradoxal et un peu dommage. Mais bon, on continue donc avec Moonlight, lui aussi disponible en français, disais-je donc. C'est le 3e projet de Aerobellum Games. Est-ce que c'était tous des print and play? Metus c'en était un, Hive également. Ouais, ok. Donc on avait parlé des deux, et les deux avaient plutôt de la gueule pour des print and play en roll and write. C'est à nouveau le cas pour Moonlight, qui vous propose à nouveau un print and play en roll and write, mais cette fois-ci avec une sorte de campagne, on va dire, une sorte de campagne en solo. C'est pour 9 ans et plus, donc ça en reste quand même un jeu relativement accessible pour 5 $, 45 minutes la partie, 220 contributeurs pour l'instant, 22 jours avant la fin de la campagne, et on vous propose un univers très noir, vous savez, le type de film, le film noir américain des années 60, 70 on va dire, dans lequel vous incarnez un détective et vous allez devoir, eh bien, bosser pour les réseaux criminels la nuit et œuvrer comme détective le jour. Vous allez devoir faire des crimes parce que vous êtes forcé à le faire en réalité, pour pouvoir ensuite essayer de retrouver votre partenaire qui a été capturé ou à minima qui a disparu. Le tout sur fond donc de mécanismes de roll and write, tout ce qui est de plus classique. Donc je serais curieux de voir un petit peu comment on mélange ce côté un petit peu scénaristique et un gameplay somme toute classique de roll and write. Visuellement en plus c'est pas vilain, il y a différents chapitres, il y a différentes phases avec la phase de jour, la phase de nuit, la phase de matin. Donc ouais, curieux de voir comment ça peut marcher. C'est pas très cher, bon je suis diplômé de PNP. Ça y est, j'ai passé mon diplôme et j'en fais plus maintenant. Donc le PNP, j'ai un peu passé les projets les plus intéressants récemment parce que bon, je me connais. J'ai essayé 2-3 projets en PNP pour voir et comme je le pensais, une fois que j'imprime et que je plastifie, on fait 2-3 parties avec Xavier et après on oublie leur existence parce que physiquement, ils n'existent pas en fait. Donc ce sera pas pour moi Moonlight et c'est bien dommage parce que ça a l'air assez sympa sur le papier. Voilà pour Moonlight, 220 contributeurs, 22 jours avant la fin de la campagne. Celui-ci fait plutôt un beau score et pourtant je le place dans les entrées de la semaine tout simplement parce que Adventure Time, ça nous parle pas des masses en Europe en règle générale, c'est plutôt un truc qui parle aux Américains. C'est le nouveau projet de Cryptozoic Entertainment qui souvent se base sur des licences, des IP comme on dit en anglais, assez connus outre-Atlantique. Ils ont fait beaucoup de jobs avec DC, on avait vu du roleplay, on avait vu aussi du deck building avec les personnages de Batman, de Superman et compagnie, de Wonder Woman par exemple, et puis à 2-3 reprises, ils avaient fait donc des jeux sur Card Wars, enfin sur Adventure Time Card Wars, puis le roleplay également.
Et du coup, la nouvelle campagne se base sur ce même univers de Adventure Time. Je me rappelle d'ailleurs que c'est également eux qui avaient fait Epic Spell Wars of the Battle Wizard Annihilation 2 et 3. J'avais oublié que c'était eux, du coup, ce jeu de deck building complètement pété pour 18 ans et plus et compagnie. Donc ils ont quelques projets assez intéressants de ce type-là, mais globalement, quand même pas mal de licences, et c'est des jeux qui n'ont pas fait tellement parler d'eux par la suite, donc potentiellement des jeux un peu oubliables, qui ont en tout cas pas trop marqué la mémoire de ceux qui l'ont backé. Et du coup, ils viennent enrichir Adventure Time Card Wars avec encore plus de contenu. Pour l'instant, il y a près de 2000 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne, déjà 500 000 € d'engrangés, donc c'est quand même un plutôt beau succès. Mais le truc, c'est qu'on connaît absolument que dalle de notre côté de l'océan Atlantique, enfin pour moi du Pacifique, mais pour vous de l'Atlantique, vis-à-vis de cette licence. Donc a priori, nous, ça nous laisse un petit peu de marbre, j'ai envie de dire. D'autant que quand on connaît pas la licence, visuellement, ça ne présente pas si bien que ça. C'est pas très très joli. Alors j'imagine que quand on est fan de la licence, forcément il y a une attache spirituelle qui fait que on trouve ça plus joli peut-être que je ne le trouve moi. Mais ouais, moi ça m'attire pas du tout pour le coup. Pour le reste, jeu de cartes avec plein de petites compétences, habilités diverses et variées, avec des coups différents bien évidemment, des combos dans tous les sens, vous vous en doutez. Gestion de main essentiellement, bref, c'est un jeu de cartes relativement classique j'ai envie de dire, mais comme je connais absolument rien à la licence d'origine, ça m'attire vraiment pas du tout. Voilà. Donc 1845 contributeurs, près de 500 000 € d'engrangés, c'est donc largement financé, mais je le place quand même dans les entrées de la semaine. Et d'ailleurs, c'était la dernière entrée de la semaine, on va maintenant pouvoir passer aux 1, 2, 3, 4, 5, 6 plats principaux, c'est parti. Alors j'avais dit qu'il n'y avait pas de VF pour les plats principaux, erreur de ma part, et donc erratum instantané, puisque la campagne de South Tigris Trilogy Expansions a bien et bien une VF, puisque on le sait, les jeux de Garphill Games sont généralement en VF grâce à Pixie Games, et cette campagne ne fait pas exception. Donc avec 2343 backers, cette trilogie d'extension est bien partie pour faire un beau résultat. Alors, ce sont donc 3 extensions, pas pour un seul jeu, mais pour les 3 jeux de la trilogie de South Tigris, donc de Tigre du Sud. On avait eu Wayfarers, on avait eu Scholars et on avait eu Inventors, qui ont des titres légèrement différents en français, donc vous avez Inventeurs du Tigre du Sud. Scholars, comment ils auraient traduit ça Scholars, c'est pas des professeurs, mais des chercheurs peut-être. Wayfarers, les voyageurs du Tigre du Sud, un truc comme ça. Je connais pas les versions en français. Mais bref, des jeux de Garphill Games qui ont toujours très bonne presse, toujours avec la direction artistique de The Miko qui pour le coup me déplaît moins qu'à l'accoutumée. Et en plus de ça, parmi les trois trilogies je crois, qu'a fait Garphill Games, donc avec les royaumes du Nord ou les royaumes de l'Ouest, ou je sais plus quoi, les mers du Nord, ouais c'est ça, mer du Nord, royaume de l'Ouest, un truc comme ça. C'est celle qui semble avoir la meilleure réputation des 3, donc assez intéressant sur le papier. 310 000 € d'engrangés, donc c'est largement financé bien évidemment, 11 jours avant la fin de la campagne. Comme d'habitude, Shem Phillips, donc l'auteur et l'éditeur, donc derrière Garphill Games, nous le dit clairement, Why Back Now, il n'y a pas beaucoup de raisons de backer en réalité, hein. On le sait, les campagnes de Garphill Games, il n'y a pas vraiment d'intérêt profond à aller les backer durant les campagnes de Kickstarter, si ce n'est recevoir plus tôt par exemple, ou des petits promo packs, ce genre de choses là, mais en réalité vous savez que ça va sortir en boutique, il n'y aura pas tellement d'exclusivité dedans, donc c'est juste pour soutenir l'éditeur plus que si vous ne l'achetiez en boutique, mais fondamentalement vous pouvez attendre la sortie en boutique et ils le disent eux-mêmes à chaque campagne, donc c'est plutôt sain de ce point de vue là. Et donc on a une extension pour chacun des 3 jeux de cette nouvelle trilogie du Tigre du Sud. On a Tides of Trade pour Wayfarers, on a Body of Books pour Scholars et on a Era of Experts pour Inventors. Et donc chaque extension coûte 29 $ américains ou 28 €. Vous pouvez aussi prendre les jeux de base si vous les avez ratés, ils coûtent chacun 48 €. Moon Saga il est à 24, c'est un petit truc à part.
Sinon les pièces de métal pour l'ensemble des 3 je pense, hein, à 14 €, et puis donc les petits promo packs pour chacun des Kickstarter lancés pour la trilogie à 5 €. Voilà, je vais pas entrer dans les détails des 3 extensions parce que n'ayant pas joué aux 3 jeux de base, je peux pas tellement vous dire en détail parce que ça vient apporter, en quoi ça révolutionne ou renouvelle en tout cas l'expérience, mais sachez que les 3 jeux en tout cas bénéficient plutôt d'une très bonne réputation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être même la trilogie de Shem Phillips la mieux cotée à ce jour, peut-être aussi parce que c'est la plus récente, il y a l'effet de nouveauté, etc. Mais a priori, elle a connu une très très bonne réception de la part des backers, des joueurs de manière générale, pour la trilogie, donc South Tigris, le Tigre du Sud. Donc allez checker un petit peu la campagne, dites-moi dans les commentaires si vous avez testé l'un des 3, voire même les 3, lequel vous préférez, et quelle extension vous attendez. Sachant que pour le shipping, pour la France, en tout cas les zones francophones, la France c'est 28 $ néo-zélandais, on aurait apprécié une transcription en euros, c'est plus parlant quand on est francophone. Luxembourg, Belgique, c'est 28 $ néo-zélandais également, le Canada 45, la Suisse 35, mais 1 $ néo-zélandais c'est combien c'est 1 pour 1? Non, je pense pas. 200 $ néo-zélandais c'est 109 €, donc on va dire que c'est du simple au double environ. Donc en gros, ça va faire 14 € pour les frais de port pour la France, pour la Belgique, pour le Luxembourg par exemple. Voilà donc pour ce qui est de cette trilogie d'extension pour la trilogie également du Tigre du Sud. 2343 backers au moment où je m'enregistre, 311 000 € d'engrangés. On enchaîne tout de suite avec une autre triple campagne, comme tout à l'heure des entrées, mais cette fois-ci c'est un petit peu le maître de la triple campagne, un petit peu l'instigateur de ces campagnes, bref, le pionnier en gros de ces triples campagnes, puisque c'est Allplay, précédemment connu sous le nom de BoardGameTables.com. Avant ils faisaient des tables de jeux, puis ils ont fait des sacs de jeux, puis ils ont aussi fait des jeux, puis de plus en plus de jeux et de moins en moins de tables, et ils se sont renommés Allplay. Ils en sont à leur 29e projet, vous les connaissez pour beaucoup de triples, voire de quadruples campagnes, comme on a vu ici. Pour ne citer que quelques-unes d'entre elles, on avait ici Habitats, Nine Lives, Basket Boss, qui avaient tous les 3 assez sympas. Habitat c'est très cool. On les connaît aussi pour QE par exemple, qui est très très cool. On les connaît aussi pour Kabuto Sumo, ou encore, comment ça s'appelait celui-ci d'ailleurs, On Tour, Big Top, on avait vu encore quoi, Couture, on avait eu Sale, Mori qui était très très beau pour le coup, je ne l'ai pas testé mais il était très très beau, Message to the Stars, Through the Deserts. Parfois on a des nouveaux jeux, enfin très souvent, majoritairement d'ailleurs, et parfois on a des rééditions de jeux plus anciens, plus classiques. Ils avaient fait parfois aussi des campagnes plus classiques avec River Valley Glassworks. Ensuite, ils recommencent à faire aussi un petit peu de sacs, de playmat, etc. Mais ils sont principalement connus pour leur campagne triple avec 2, 3, 4 jeux relativement petits, relativement accessibles, aussi bien en termes de tarifs que de gameplay. Et c'est à nouveau le cas avec cette nouvelle campagne, avec cette fois-ci mise en avant Twinkle Twinkle, c'est le jeu de la campagne. Il s'accompagne aussi de 2 autres jeux, mais un petit peu moins mis en avant tout de même. Ce sera Merchants of Andromeda et Waddle. Du coup, pour l'instant, encore une fois, comme souvent avec eux, beau succès, peut-être un petit peu moins que d'habitude quand même. 1633 contributeurs à la fin de la première campagne, la première semaine de campagne. Généralement, ils font quand même un petit peu mieux que ça. On va aller checker une nouvelle fois, juste pour les 2-3 projets les plus saillants qu'il y avait avec eux, si mes souvenirs sont bons. Celle-là avait bien marché par exemple. Celle-ci également. On va regarder la toute dernière aussi, juste par curiosité. Hop, alors, celle-ci avait fait voilà, presque 8000 pour Kabuto Sumo, pour On Tour, pour QE et Bytes par exemple. Habitat Nine Lives Basket Boss, il a fait 3000, bon, c'était relativement modeste pour le coup. Et le dernier en date, Ruins, Oddlands, Vegas Strip and Money, 4200. Ok, bon, finalement c'est pas si mal en réalité, mais bon, je doute que ça franchisse 4000 par exemple, hein, donc bon, ce sera pas leur plus gros succès, c'est tout, mais ça restera un beau succès. 12 jours avant la fin de la campagne, on est à 120 000 € d'engrangés. Bref, ils savent ce qu'ils font. Allplay en général, c'est une belle machine. Déjà, comme je l'ai dit, c'est un peu eux les pionniers de cette triple ou quadruple campagne. Ici, je vous le disais, le jeu mis en avant, c'est Twinkle Twinkle, qui est un jeu de pose de tuiles avec des tuiles transparentes, dans lequel on va devoir recomposer la Voie lactée, les différentes galaxies qui peuvent s'offrir à nos ciels étoilés. Donc c'est une thématique assez sympa, assez originale, avec un matériel assez original également, hein, les tuiles transparentes avec les constellations qui se trouvent dessus. Ça va être un jeu assez
chill, encore une fois, pour reprendre un anglicisme contemporain. Ça coûte 39 € avec des petits éléments de luxification comme par exemple les standees en acrylique, les petites tuiles qui elles aussi sont apparemment en acrylique, il y a une petite extension intéressante aussi, et les deux autres jeux clairement mis beaucoup moins en avant, Merchants of Andromeda à 39 $ et puis Waddle à 19 $ chacun d'entre eux avec une micro-extension également durant la campagne. Du coup, Twinkle Twinkle, ils nous disent pas ici, ah si, c'est 39 $ aussi, 39 $ également, ok. Alors rapidement, pour chacun des trois jeux, de quoi s'agit-il? Je vous l'ai dit pour Twinkle Twinkle, on est sur un jeu de placement de tuiles et de draft de tuiles, c'est pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 30 minutes, jeu dans lequel vous allez drafter des tuiles transparentes avec des constellations dessus pour essayer de connecter les constellations entre elles sur votre plateau individuel et espérer scorer un max. Ensuite, vous avez Merchants of Andromeda qui lui vous propose différents mini-jeux au sein de seul et même jeu, intéressant sur le principe, avec apparemment des sortes de diplomatie, de politique au sein du jeu, intéressant sur le papier, et par contre il nous parle de enchères hollandaises, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, les enchères hollandaises, donc vous me direz éventuellement en commentaire, c'est pour 3 à 5 joueurs pour des parties de 45 minutes environ. Et puis finalement, on a Waddle, qui lui est beaucoup plus léger, 15 minutes la partie, pour 2 à 5 joueurs. C'est le nouveau jeu de leur gamme, comment dirais-je, Teach opéré en 1 minute. En gros, les explications sont faites en 1 minute et on est prêt à jouer. C'est un jeu dans lequel vous allez incarner un groupe de pingouins sur la banquise et celui qui chope le plus de poiscailles l'emporte. Voilà, très simplement, mais très sommaire. Et voilà un petit peu un aperçu plus détaillé de chacun des jeux dans la suite de la campagne, avec ici Twinkle Twinkle par exemple, avec les différents composants du jeu, avec les fameuses tuiles en acrylique transparente, avec les constellations qu'on va connecter les unes aux autres, avec les planètes également. Globalement ça a l'air d'être assez cool, visuellement ça vend plutôt du rêve, j'ai envie de dire. J'ai bien envie de le tester un de ces jours. De là à aller le baquer, il y a un pas que je ne franchirai a priori pas. Et il y a aussi un truc assez intéressant, c'est que le draft s'opère sur 2 tours. On a le tour en cours ici, et on voit aussi d'entrée de jeu les tuiles qui seront disponibles en draft pour le prochain tour, et ça c'est plutôt intéressant sur le papier. Ensuite on a aussi des façons de scorer différents, et ça c'est plutôt intéressant pour la rejouabilité et la différentes pistes pour essayer d'aller choper une victoire, et un petit mode solo également. Ensuite on a très rapidement, il est vraiment mis en avant comparativement aux 2 autres jeux, hein. Vraiment c'est assez évident. Merchants of Andromeda avec donc le jeu d'enchères, de politique au sein du système solaire. C'était donc pour 3 à 5 pour 45 minutes la partie avec les composants que vous voyez ici. Comme souvent avec Allplay, les composants sont plutôt clean. On a généralement d'assez bons composants pour ce qui est de Allplay. Et bon, après pour ce qui est des jeux en eux-mêmes, c'est parfois un peu du hit or miss plutôt. Ça peut fonctionner très bien, comme parfois être assez fade et quelconque. Il faudra voir ce qu'il en est pour Merchants of Andromeda, qui là aussi a sa petite extension. Apparemment un jeu qui est assez facile à apprendre également, même s'il est un peu plus long que les 2 autres. Avec des enchères excitantes, mais qu'est-ce que c'est que les enchères hollandaises? Je ne sais pas, on verra bien. Pas mal de spéculation apparemment aussi. Et puis donc finalement Waddle avec les petits pingouins sur la banquise qui vont chercher du poisson, avec là encore une fois une thématique très choupie, et puis des petits meeples de pingouins absolument adorables. Donc voilà, vous me direz lequel des 3 vous intéresse, s'il y en a un d'ailleurs, qui vous intéresse. Et puis rapidement pour les pledges, vous les avez ici, hein, 19 pour Waddle, 39 pour Merchants of Andromeda et même prix pour Twinkle Twinkle. Sinon Twinkle Twinkle peut être un peu plus cher à 58 si vous prenez l'extension I Wonder par exemple. Et puis sinon vous avez le All-in 3 Game Bundle, 97 $ pour les 3 jeux. Voilà donc pour ce qui est de la nouvelle trilogie de Allplay. Malheureusement pas de VF sur cette campagne. Peut-être qu'à terme on les trouvera en boutique via un éditeur français qui les aura tout simplement localisés par lui-même, mais pas pendant la campagne, un peu dommage. 1635 contributeurs, 120 000 € d'engrangés, 12 jours avant la fin de la campagne. Sur GameFound,
Aventuria est de retour. C'est Ulysses Spiele, donc un éditeur allemand, j'imagine, oui c'est ça, qui nous propose ce nouvel épisode d'Aventuria. Pourquoi nouvel épisode? Parce que oui, ce n'est pas une nouveauté, en réalité c'est une sorte d'extension. Ils sont assez actifs, Ulysses Spiele, notamment avec Aventuria, ils en sont à la deuxième, troisième campagne. Là, celle-ci, ce n'est déjà pas la première à mon avis. Ils en avaient fait sur Kickstarter si mes souvenirs sont bons, et donc ils reviennent avec Aventuria pour cette fois-ci Chalices of Power and Curse of the Desert, donc la malédiction du dessert et du dessert, non, du désert, excusez-moi, le manque de dessert me fait parler hein, évidemment, et le, comment se dire, les Chalices of Power, donc c'est les... Ah putain, j'arrive pas à le sortir en français. Le calice, quoi, en gros, le calice de pouvoir. Le Saint Graal, on va dire. Et pour l'instant, on le voit, hein, la campagne se porte plutôt pas mal, avec 1336 backers du côté de chez GameFound, c'est plutôt pas mal. 17 jours avant la fin de la campagne, et déjà 267 000 € d'engrangés pour 1300 backers. Ça vous donne un aperçu du prix du pledge aussi, parce que ça va pas être donné. Pour le reste, c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs pour 2 heures la partie. Il s'agit d'un jeu coopératif avec un gros aspect campagne, avec en son cœur du deck building, de la gestion de main. C'est également jouable en solo, il y a masse de contenu d'ores et déjà, et vous voyez que la nouvelle boîte, Chalices of Power et celle de Curse of the Desert, sont quand même assez conséquentes. Ça prend pas mal de place dans une Kallax, mais heureusement il y a aussi le Stretch Pay qui vous permet d'échelonner vos dépenses sur plusieurs mois sans frais. Alors, le how to play, choisissez un héros, choisissez le deck qui va avec, ensuite il y a des jets de dés dans tous les sens, des cartes de base et des cartes à aller choper pour enrichir votre deck et level up, donc en gros prendre du niveau avec votre personnage et le rendre plus puissant avec de nouvelles cartes qui vont faire des nouveaux combos, etc. etc. pour vivre une expérience de RPG relativement classique pour ce qui est du world building, du lore. Le lore est très très classique, on est sur de la fantasy, tout ce qu'il y a de plus habituel, je ne vais pas dire banal parce que c'est un peu trop péjoratif comme terme, mais on pourrait presque aller jusque là. On voit pas grand chose de très novateur pour ce qui est de la construction de l'univers du jeu, ce qui est encore une fois pas forcément un problème. Je préfère avoir un univers solide qui tient debout plutôt qu'un truc vraiment original mais un petit peu pété dans tous les sens. Donc bon, après tout, pourquoi pas Aventuria. Malheureusement, il n'y a pas de VF, donc c'est un tout petit peu dommage de ce point de vue-là. Peut-être que si la campagne marche bien, on aura à terme une proposition pour une VF. On voit ici les différentes factions, notamment avec bien sûr un petit peu d'asymétrie, j'imagine bien, entre les différents personnages. On va dire quand même beaucoup d'aventures et de chapitres qui ont déjà été disponibles par le passé avec une autre campagne. On peut d'ores et déjà télécharger le livret de règles ici, si le cœur vous en dit. Pareil pour Curse of the Desert, un univers un petit peu différent, enfin une région un petit peu différente, j'imagine, mais dans le même univers global de Aventuria, avec du solo également, avec une DA assez charmante, plutôt typée du coup Moyen-Orient, on va dire. Ensuite, des add-ons avec Scion of the Manticore par exemple, on a des petits trucs en plus qu'on peut aller choper en add-on si le cœur nous en dit, si on est vraiment passionné par le projet. Pour le reste, bon, il y a quand même pas mal de textes, donc bon, si vous n'êtes pas trop ami avec la langue de Shakespeare ou avec celle de Goethe, pourquoi pas, parce que c'est disponible en allemand aussi, un petit peu compliqué de s'y mettre potentiellement. Curse of the Desert, c'est 40 €. Chalices of Power, c'est 80, quand même le double, mais la boîte est quand même très conséquente pour le coup. Endurium, c'est les deux, 115 €. Titanium, qu'est-ce que ça change? Ah, c'est qu'il y a plein d'autres boîtes, genre de micro-extensions par-ci par-là. Et Ethereum All-in, 190, ça douille un petit peu, mais ça a quand même été pledgé en majorité, hein. 770 fois ce pledge-là, contre par exemple 267 celui-ci par exemple. Donc c'est le pledge qui a été préféré par les backers au moment où je vous parle. Voilà donc pour ce qui est de Aventuria avec ces deux nouvelles boîtes. Et pour ce qui est des frais de port, Canada 25,30 en fonction du pledge que vous allez choisir, Suisse 20,25, Union Européenne, alors pour la Belgique, mais également pour la France ou encore Monaco, Luxembourg, c'est ici que ça se passe, c'est free, donc frais de port offerts. Et ça fait plaisir. UE2, par contre, j'imagine que nos amis suisses, c'est même pas EU, zone 2. Ah bah ça, ils sont ici, 20-25, j'avais déjà lu de toute façon. Ok, et puis pour nous au Japon, ce serait 30-35 $ de frais de port. Vous me direz éventuellement, si vous avez déjà testé Aventuria, quand même très très riche en cartes, mais du coup, au-delà des cartes, il n'y a pas tellement de matos que ça. Et du coup, ça me semble un poil chéro malgré tout. 1336 backers, 267 000 € d'engrangés, 17 jours avant la fin de la campagne. On enchaîne sur le nouvel épisode à nouveau, quand même Aventuria
nouvel épisode, bah D-Day, D-Day Dice, même chose, nouvel épisode aussi. Alors c'est un stand-alone, ce n'est pas une extension, c'est juste un stand-alone qui partage les mêmes mécanismes que d'autres épisodes de D-Day Dice, mais cette fois-ci sur le théâtre d'opération du Pacifique. Alors c'est le 16e projet de World Forge Games, non pas World mais World Forge Games, et on les avait déjà vus avec D-Day Dice à plusieurs reprises. Seconde édition, c'était déjà ici. La première édition, elle n'était pas sur Kickstarter peut-être? Non, la deuxième édition, elle était sur Kickstarter quand? Parce que ça remonte déjà quand même pas mal. C'était en 2017, fin 2017, donc ça fait quand même déjà presque 8 ans, 7 ans et demi, qu'on avait eu D-Day Dice seconde édition sur Kickstarter avec une VF à l'époque. Malheureusement, il n'y a plus de VF pour cette nouvelle mouture de Pacific. Ensuite, ils avaient pondu SAS Rogue Regiment qui, pour le coup, allait être un peu plus intéressant selon moi. En tout cas, moi, il m'attirait plus. On avait eu D-Day Dice Reinforcements, on avait eu D-Day Dice To Do or Die, et on avait eu un retour de SAS Rogue Regiment avec Operation Gain, donc beaucoup de jeux de guerre, mais un petit peu à mi-chemin entre le wargame classique et le jeu de plateau, pour ce qui est de l'aspect visuel beaucoup plus clean, beaucoup plus classe, qui est susceptible d'attirer plus les joueurs de plateau que les wargamers, on va dire. Et du coup, cette fois-ci, je vous l'ai dit, on nous transporte sur le théâtre d'opération du Pacifique. Pour le reste, j'ai l'impression, mais n'ayant pas testé le jeu, c'est un peu difficile à dire, que c'est D-Day Dice avec un théâtre d'opération différent, peut-être avec des unités un peu différentes, donc un petit peu plus de rejouabilité potentiellement, mais ça reste du D-Day Dice, donc des jets de dés dans tous les sens, des unités asymétriques, un théâtre d'opération un petit peu différent, bon, bref. C'est pour 1 à 4 joueurs, c'est pour 45 minutes la partie. On va pouvoir incarner les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Inde ou l'Australie. Avec donc masse de dés, des unités variées dans tous les sens. On a une sorte de micro-extension ici, c'est ça, une extension intitulée H-Hour, donc l'heure H, l'heure du débarquement peut-être, avec une assez belle DA de manière générale. C'est 65 livres le pledge avec l'extension H-Hour, et sinon c'est 45 livres si vous voulez uniquement D-Day Dice Pacific sans l'extension qui va avec. Voilà, n'ayant encore une fois pas testé un des jeux de la série de D-Day Dice et ne connaissant strictement que dalle aux jeux de wargame de manière générale, je ne vais pas m'avancer plus que ça. Pour les frais de port, 22 livres pour la grande majorité des pays de l'Europe, 25 pour le Canada, pour le Japon ce serait 60 livres, 60 livres de frais de port, ça fait une sacrée bibliothèque. 521 contributeurs 19 jours avant la fin de la campagne et pas de VF, je vous le rappelle. On enchaîne avec un nouveau projet allemand qui nous vient de Dortmund. C'est l'œuvre de Timon, Synchronite GmbH. Bref, Arcanite Productions. Et donc, il se lance sur Kickstarter avec Synchronite Foundation, a Strategic Cutthroat Conspiracy Game. En gros, vous allez incarner le vilain, le méchant de l'histoire dans un jeu hautement asymétrique de contrôle de territoire qui apparemment se base sur un roman dont je n'ai strictement jamais entendu parler. Voilà, donc ça ne sert pas grand-chose de le mentionner, si ce n'est que peut-être de votre côté de l'écran, vous l'avez déjà lu, ou à minima vous avez déjà entendu parler de l'œuvre d'origine. En tout cas, c'est pas mon cas. C'est pour 14 ans et plus, pour 2 à 6 joueurs, quand même beaucoup, d'autant plus que c'est quand même 30 minutes par joueur autour de la table, donc bon, vous doutez bien que si vous êtes 6, ça va potentiellement durer 3, voire même 4 heures, parce qu'on sait que parfois les durées estimées par les auteurs, les éditeurs, sont parfois un petit peu revues à la baisse, hein, quand on a 100, 150 parties dans son passif en tant qu'éditeur ou qu'auteur, bien sûr que les parties vont un petit peu plus vite, mais bon, faut toujours prendre avec des pincettes. Pour l'instant, le jeu est financé avec près de 35 000 € d'engrangés, 283 contributeurs au moment où je m'enregistre, 19 jours avant la fin de la campagne, mais pas de VF malheureusement pour le projet. Et je vous ai dit que c'était un jeu allemand, une fois n'est pas coutume, même si c'est quand même pas la première fois, c'est un petit running gag bien évidemment, une petite crotte de nez gentillette dans la tronche des éditeurs allemands qui généralement font des jeux pas très beaux. Pour le coup, une fois n'est pas coutume, Synchronite Foundation, c'est plutôt pas vilain, ça présente plutôt même très bien sur la table, donc ouais, ça donne envie d'être essayé à minima. Je sais pas ce que ça vaut, mais bon, en tout cas sur le papier c'est tentant. Et en plus de ça, Timon, il a dû bosser un petit peu son marketing parce que il nous propose une petite partie dans la campagne là ici de comparable titles, donc de titres comparables, de jeux comparables à ce qu'il tente de faire avec Synchronite Foundation, et le gars donne des noms
c'est les petits caramels. Il vous propose Root pour ce qui est du contrôle de territoire et de la symétrie. Si son jeu est aussi asymétrique que Root, va falloir se lever tôt pour apprendre toutes les factions. Il nous propose ensuite une comparaison avec Hegemony, pour ce qui est de l'aspect politique et de la gestion de ressources. Ceci étant dit, la gestion de ressources dans Hegemony, c'est pas la partie la plus intéressante du jeu. Enfin, le jeu est intéressant à tout point de vue dans Hegemony en réalité, c'est un jeu génialissime, mais la gestion de ressources, elle est tout ce qu'il y a de plus classique. Donc la comparaison à ce niveau-là, bon, s'il s'en était tenu à Politics, ça m'allait très bien. Même si effectivement il y a une gestion de marché, de gestion de à qui vendre, à qui acheter, quand, pourquoi, en termes de timing, etc. Donc ce que ça peut avoir comme effet. Mais la mécanique en elle-même de gestion de ressources est relativement basique, si ce n'est l'interaction qui en découle. Et ensuite, il nous parle également de Twilight Imperium, que pour le coup j'ai jamais testé, pour ce qui est de voter pour augmenter ou réduire les potentiels des factions en présence, quoi, en gros. Mais là pour le coup j'ai jamais testé Twilight Imperium, donc je pourrais pas vous dire ce qu'il en est. Mais bon, en tout cas, les comparaisons, comparaison n'est pas raison, certes, mais comparaison attire l'attention quand même. Je fais des rimes, c'est beau, je me sens l'âme d'un poète ce soir. Bref, quoi qu'il en soit, continuons. Plus de 15 ans sur le jeu. Le gars, c'est l'œuvre d'une vie. Hein. Ça fait plus de 15 ans qu'il bosse, alors peut-être pas sur ce jeu, mais sur le world building. This game is a passion project that started in 2010. Donc ouais, ça fait quand même 15 ans qu'il bosse dessus, le gars. Il a plus de 400 pages écrites. Alors est-ce que c'est lui qui a écrit éventuellement l'œuvre d'origine ? Parce que ça fait 15 ans qu'il bosse sur le jeu et sur le world building, alors que ça vient d'une œuvre préexistante, et qu'il a écrit 400 pages dessus, je me dis que c'est peut-être lui qui a écrit l'œuvre d'origine. Mais j'ai peut-être pas exploré la campagne suffisamment en profondeur en réalité, je me rends compte. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez que la DA est quand même plutôt jolie, encore une fois je me répète, les jeux allemands, on se moque parfois d'eux pour ce qui est de l'aspect visuel qui est un petit peu parfois délaissé ou fait un petit peu à la va-vite, ou juste pas priorisé en fait simplement. Mais là pour le coup, ça envoie plutôt du bois, c'est plutôt très joli. Pour ce qui est du core pledge, on a un pledge à 69 € pour le pledge de base. Vous prenez ensuite le gameplay all-in à 99 $, donc il faut quand même ajouter 30 $ pour le choper, et ça vient ajouter à cela la box Great Console, qui vient ajouter du matos pour 2 joueurs supplémentaires, qui vient ajouter 6 plateaux de joueurs uniques, indépendants les uns des autres, l'extension Tools of War, un mode solo, quand même toujours un petit peu chiant quand les éditeurs ne vous incluent pas le mode solo dans la boîte de base. Ça fait un peu forcing, j'apprécie modérément. Et ensuite, il y a les cartes de scénario, donc ça c'est intéressant également. Et puis il y a un petit pack, vous voyez ici le Dignitary Pack, qui vient ajouter des cartes de héros uniques. Ensuite on a Everything, on a tout, à 169 €. Et du coup, là, au-delà de ce qu'on a vu précédemment, il y a aussi des sleeves, il y a aussi le Wooden Laser Ox Inlay Sleeves. Wooden Inlay Sleeves. Ah, je pense qu'en fait, il y a un saut de ligne qui a été oublié ici. Wooden Laser Ox, à mon avis, c'est un insert en bois fait par Laser Ox, à mon avis, plus les sleeves, et plus un playmat double face. Donc ouais, il y a quand même du matos. Hein. Et ensuite, à 475 €, il nous met un Lifelong All-In. Lifelong, ça évoque des choses qu'on connaît, hein, bien évidemment. Et pour le coup, All Future Synchronized Brown Projects, et ben oui, il nous fait le coup du pledge stratégiste de Cheap Theory Games. Bon, Cheap Theory Games, je ne me rappelle pas s'ils avaient lancé ça dès leur premier projet. Là, c'est quand même osé de lancer un pledge stratégiste, simili-stratégiste, dès le premier projet, sans savoir également un petit peu l'audience qu'on va pouvoir recueillir sur ce premier projet, justement. Donc, c'est un petit peu dangereux quand même. Moi, j'irai pas sur ce pledge-là, clairement. Peut-être sur le deuxième jeu, mais encore, parce que pour l'instant, on le voit. Hein, mine de rien, le jeu a l'air super intéressant, certes, mais bon, même pas 300 contributeurs en fin de première semaine de campagne. Ça va financer, pas de souci là-dessus, mais bon, j'irai pas clairement sur le Lifelong All-In. Voilà, je vous le dis tout de go. Voilà, c'est le Laser Ox, c'est bien ce que je pensais. C'est un insert en bois réalisé par Laser Ox, comme c'était le cas, je dis ça au passé alors que le jeu n'est pas encore livré, mais c'est le cas en add-on pour Old King's Crown qui avait également proposé la même chose. C'est une box rapidement, mais là j'en parle vraiment très brièvement parce qu'il s'agit d'une entrée, et plus je parcours la campagne à nouveau,
Je l'avais fait le premier jour, il y avait tellement peu de backers que j'ai parcouru la page vraiment en diagonale. Et plus je parcours la campagne ici, plus je me dis qu'en fait ça devrait clairement être un plat principal de la semaine. Parce qu'il est très très joli, il a l'air d'être très intéressant également. Donc ouais, peut-être que au montage, je le déplacerai finalement dans les plats principaux. Parce que franchement, il a l'air d'être intéressant. Il passe un petit peu sous le radar, alors que pourtant il n'y a pas beaucoup de compétition actuellement. Mais ouais, intéressant. À checker quand même avec attention. Il y a le livret de règles ici, mais c'est malheureusement que en allemand pour l'instant. Même pas en anglais a priori. C'est quand même... Ouais, coming in English ASAP, bientôt, mais pas encore. Bon, désolé pour la queue intempestive. Mon fils a lâché une grosse quiche dans le lit. Les petits plaisirs d'être un parent d'enfants en bas âge. Une belle grosse quiche, mais heureusement, c'est l'oreiller qui a tout chopé. Donc il n'y a pas eu trop de dégâts. Mais bon, il va falloir faire un petit peu de lessive en urgence. J'ai changé l'oreiller. Bref, on s'en fout. Voilà, c'était juste pour la petite cut intempestive. Désolé. Ça a l'air d'aller mieux. Il s'est rendormi en tout cas. Bref, on continue. Je disais donc que, eh bien, Synchronized Foundation, ça a l'air bien plus intéressant que je ne l'avais pensé de prime abord. Donc peut-être que je le mettrai quand même dans les plats principaux malgré tout. Vous me direz si vous avez exploré la campagne un peu plus en détail que moi, ce que vous en avez pensé, parce que ma foi, quand même, Synchronized Foundation, il y a moyen qu'on trouve une petite pépite là-dedans malgré tout. 19 jours avant la fin de la campagne, 283 contributeurs et 35 000 environ euros d'engrangés. Go Go Power Rangers! Après tout ce dont je me souviens. J'ai jamais tellement regardé les Power Rangers, j'ai toujours trouvé ça un petit peu ridicule, et du coup je comprends pas très bien la popularité de ce truc outre-Atlantique. Alors on a beaucoup de trucs simili Power Rangers qui sont en fait des pionniers avant Power Rangers au Japon. Ils sont fans de ces trucs-là, mais on est fan de ça quand on a entre 5 ans et je sais pas, 12-13 ans grand max. Mais aux États-Unis, Power Rangers c'est resté assez populaire, semble-t-il, vraisemblablement, puisqu'on a quand même 1500 contributeurs là-dessus, et qu'en plus c'est pas un jeu de base, c'est une sorte d'extension. Donc ouais, Power Rangers, j'ai du mal à saisir la popularité de ce truc. J'imagine que ça joue aussi par la nostalgie de gens qui maintenant ont mon âge, mais qui ont baigné là-dedans, comme moi j'ai baigné dans Dragon Ball Z fut un temps par exemple. Donc ça parle aussi de ce point de vue-là à mon avis, la nostalgie. Et donc Power Rangers Heroes of the Grid, ça c'est le jeu d'origine, qui vient donc s'enrichir cette fois-ci de cette extension, j'ai l'impression, Eternal Rangers, et pour l'instant on est à 1556 contributeurs 26 jours avant la fin de la campagne, 182 000 euros d'engrangés, c'est le 19e projet de Renegade Game Studio, qui est un éditeur américain de renom. Ils font pas forcément beaucoup de campagnes Kickstarter, ils ont aussi beaucoup de jeux directement sortis en boutique, ils ont beaucoup de localisation également. Récemment, pour ce qui est des campagnes menées par l'éditeur sur Kickstarter, on a vu Unstoppable, on avait suivi The Search for Lost Species, on avait G.I. Joe, ouais, on avait Artisan of Splendid qui avait pas l'air dégueu, mais qui a jamais fait parler du finalement par la suite. Et donc on avait aussi Power Rangers Heroes of the Grid, pardon. On avait Rangers United qui était déjà une extension, ouais ça, une extension déjà pour Power Rangers qui lui pour la première fois était apparu ici, non même pas ici, ici, voilà. Back to the Grid, non même pas, bah, c'était ici, voilà, il y a quand même 5 campagnes du coup pour Power Rangers. Ouais ça c'est le jeu de base. Extension, ok, extension, ok, extension, ça fait 4. C'est la cinquième campagne pour Power Rangers. Donc ouais, c'est un jeu qui semble-t-il a une belle popularité malgré tout. D'ailleurs, il a un 7.8, 9, j'ai oublié, sur BGG. Donc vraisemblablement un bon jeu quand même. Un jeu avec beaucoup de gestion de main apparemment. Donc masse de cartes, masse de combos à aller imaginer. On va incarner les différents Power Rangers et on va tataner du méchant pas beau, bien évidemment. J'ai envie de dire relativement classique. Jeu coopératif, si mes souvenirs sont bons. On a un pledge ici, Eternal Alliance à 125 $, avec la boîte, les figurines qui vont avec bien sûr, mais également le journal du designer, du créateur Jonathan Ying, qui est disponible dans le pledge, pourquoi pas, j'ai envie de dire, et un compendium, donc une sorte de grand livre rempli d'infos sur les Power Rangers, également dans le pledge. Ensuite, What's Inside? Qu'y a-t-il donc dans cette boîte de Eternal Rangers? On a bien sûr les miniatures de chacun des Power Rangers en présence. Ensuite, masse d'ennemis en tout genre, des gros boss, tout vilain, tout pas beau, parce que Power Rangers, même visuellement, c'est extrêmement manichéen. Voilà. En même temps, on est aux États-Unis. Vous êtes avec nous, vous êtes contre nous. Voilà.
Voilà, je commence à faire de la politique. Qu'est-ce qui se passe? Je fais de la politique. Non, je raconte de la daube en réalité. Bref, on passe 10 cartes de personnages, avec un petit peu d'asymétrie bien sûr, ça fait plaisir, la symétrie toujours. 90 cartes de combat, 15 cartes de Zord, donc des cartes de robots, parce qu'on peut un peu se fusionner pour créer des sortes de gros mechas beaucoup plus puissants, des Megazords également, 90 cartes d'ennemis, 84 d'ennemis, plus 10 cartes de déploiement d'ennemis, j'ai l'impression. Ensuite, le compendium, le livre d'informations que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est à peu près tout en vrai. Mais le truc, c'est que nulle part je n'ai vu de mention faite concernant la nature de ce jeu. Est-ce que c'est un jeu standalone? Est-ce que c'est une extension du jeu? Final Installment of Power Rangers Heroes of the Grid. Bon, c'est la dernière campagne sur le jeu. Moi, j'ai envie de dire, ça sent l'extension. Mais c'est pas présenté, il n'y a pas écrit expansion. Mais le jeu de base, c'est Heroes of the Grid. Ici, ils partagent le même titre avec le sous-titre Eternal Rangers. J'ai plutôt l'impression que c'est une extension. Mais honnêtement, j'ai pas vu où que ce soit de trucs là-dessus. Ah si, attendez. From the first Kickstarter launch to every expansion and new villain introduced, ok. It's more than just an expansion. C'est un remerciement à tous ceux qui ont backé jusqu'à maintenant. Donc c'est juste une extension en fait. C'est pas plus qu'une extension. Arrêtez de nous... hein, voilà. Ouais, donc c'est bien et bien une extension. Ok, bon voilà. J'avais juste pas lu suffisamment en détail. Alors bien sûr plein de stretch goals avec encore plus de cartes, avec encore plus de miniatures dans tous les sens. Pour tous les amateurs de Power Rangers, qui aiment bien également la gestion de main, les combos dans tous les sens et les jeux coopératifs, ça peut être un jeu super cool. En vrai, il a quand même une très très bonne note sur BGG, donc pourquoi pas. C'est juste que l'univers me touche pas outre mesure. Pour ce qui est des frais de port, l'Union Européenne c'est 21 à 37 $, mais 37 $ c'est pour le retailer, c'est pour les boutiques. Donc après pour les individuels, on va dire, les pledges individuels, c'est 21 $ de frais de port. Ensuite pour le Canada, l'Union Européenne avec les autres pays qui ne sont pas mentionnés ici, donc par exemple la Belgique ou encore le Luxembourg serait 26 et non pas 21. Mais également pour le Canada, donc je disais. Ensuite pour la Suisse, ce serait 105. Ouh la vache, 105. Et nous on n'existe même pas, hein. Nous au Japon on n'existe pas. Faut dire que ici Power Rangers ça doit pas être du tout connu parce qu'en fait on a 150 types différents de trucs qui s'apparentent à des Power Rangers qui sont nés avant les Power Rangers en vrai. Donc bon, je m'étonne pas qu'au Japon ça bide complètement et que du coup il n'y ait même pas de campagne pour le Japon. 1550 contributeurs, 182 000 € d'engrangés pour Power Rangers Heroes of the Grid, Eternal Rangers, la dernière extension du jeu. Et du coup, parce que quand même, je me sens obligé de trouver un petit dessert, même si c'est un peu forcé, hein, soyons honnêtes, c'est le dernier plat principal de la semaine, et on va donc trouver un petit dessert, mais bon, c'est un micro-dessert. Et le micro-dessert de cette semaine, donc, il s'agit de A Place for All My Books. Et c'est choupi, c'est extrêmement choupi. Et ça fait un score énorme. Franchement, il y en a de partout. Ils en ont mis de partout. Hein. Sol, plafond, moquette, c'est dégueulasse. Non, vraiment très 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 beau résultat. Ils ont plié Kickstarter là en gros. Hein. Ils l'ont pris, ils ont fait un origami avec. Gros score de Smirk and Dagger, l'éditeur américain aux 9 projets sur Kickstarter, en tout cas c'est leur 9e. Ils ont fait quelques projets qui se sont quand même fait remarquer par le passé, principalement The Night Cage, qui avait fait quand même bien parler de lui, qui avait même eu droit à une extension l'année dernière, si mes souvenirs sont bons. Le reste est passé un peu plus inaperçu. Tesseract, j'avais bien aimé la proposition, je ne l'ai pas backé, mais je trouvais ça intéressant. Il n'a pas fait tellement parler de lui après la réception, ceci dit. B-Hex n'était pas vilain non plus, mais bon, je ne l'ai pas backé, il n'a pas non plus tellement fait parler de lui. Mais The Night Cage, c'est certainement celui qui a le mieux marché à ce jour. On avait aussi Boom Patrol l'année dernière, ça n'avait pas tellement marché en vrai. Et je crois que du coup, il faut checker avec The Night Cage pour être sûr, mais je crois que A Place for All My Books, c'est peut-être leur meilleur résultat à ce jour. The Night Cage, 4200, puis pour l'extension, 4000, ouais, donc ouais.
en moins d'une semaine, A Place for All My Books a battu tous les records de Smirk and Dagger jusqu'à présent sur Kickstarter. On est déjà, tenez-vous bien, à 7300 backers, 360 000 € d'engrangés parce que le jeu n'est pas outrageusement cher, donc ça fait pas une énorme somme compte tenu du nombre de backers, 7300 tout rond, 12 jours donc avant la fin de la campagne. Et c'est un jeu hyper cosy, hyper relaxant, dans lequel on va collectionner des livres, les ranger et les admirer. Voilà, c'est chill, c'est relaxant, c'est cosy. Et en plus de ça, c'est plutôt joli, c'est plutôt choupi. J'ai envie de dire, why not? Voilà, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Je pense qu'il y a une sorte de petit manque. Hein. J'ai passé un mois de janvier hyper tranquille, pas un back. Et on le sait quand même, au fond de nous, les backers Kickstarter GameFound, il y a une forme d'addiction, soyons honnêtes. Même pour les gens qui backent pas mais qui achètent des jeux en boutique, il y a une forme d'addiction. C'est du consumérisme, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Et du coup, un mois et demi, voire même 2 mois, parce que décembre c'était pas terrible non plus, 2 mois sans backer, ça commence à me titiller. Mais bon, soyons tout à fait honnêtes, A Place for All My Books a une thématique qui me parle pas mal, l'ADA est jolie, le matos a l'air d'être relativement sympa, c'est un jeu hyper cosy qui se joue également en solo et qui est pas trop long, vous savez que j'apprécie les solos de moins d'1 heure. Bon, en vrai, je pense que sur un mois normal, donc un mois avec 3-4 campagnes vraiment intéressantes, je l'aurais zappé assez rapidement. Donc je pense que je vais garder mon calme et me laisser 2-3 semaines, enfin non, 2 semaines, il reste 2 semaines à la fin de la campagne, pour réaliser pleinement que c'est pas un jeu pour moi fondamentalement, je pense en tout cas. Mais il est intéressant et il fait un très très beau succès parce que la thématique est là, parce que l'ADA va bien avec la thématique et que c'est choupi, et parce que c'est un jeu assez simple à prendre en main. C'est un jeu, donc je l'ai dit, on va collecter les bouquins, on va les ranger, on va les admirer. On va avoir des missions individuelles qu'on va essayer de remplir pour gagner des points, et on va essayer de l'emporter face à nos adversaires, mais en réalité, bon, c'est un jeu compétitif qui reste très cosy, même en compétition. Donc il ne va pas falloir non plus s'attendre à énormément d'interactions, j'ai l'impression. S'il y en a, elles seront peut-être même positives, ça j'ai pas checké en détail, mais tous les créateurs de contenu qui ont le jeu entre les mains le disent, on est sur un jeu hyper cosy, même en compétitif, ça reste très relaxant. Et on a en plus de ça un beau matos avec une version deluxe qui a l'apparence d'un livre en plus. Bah, évidemment qu'ils allaient faire ça, c'était assez couru d'avance, mais c'est quand même bien pensé. C'est joli comme tout. Le matos est plutôt clean, c'est joli, ça donne envie d'être joué. Ça a plutôt une belle présence sur table, même si les plateaux individuels sont pas fifous, soyons honnêtes. Les livres avec le petit screen print, c'est plutôt joli, les tuiles sont jolies, les personnages vont plutôt bien avec l'univers. Par contre, les plateaux individuels, voilà, ici, ça c'est pas foufou. Le plateau central avec les différents lieux dans lesquels on peut aller, parce qu'on doit accumuler suffisamment d'énergie positive en nous avant de sortir, aller en ville, pour aller à la bibliothèque, pour aller chez le libraire, choper encore plus de nouveaux livres, etc. Pour aller lire dans le parc, par exemple, ce genre de choses-là. Ça va, c'est plutôt joli. Par contre, encore une fois, ouais, les plateaux de joueurs, je suis un petit peu moins convaincu. C'est pas vilain, mais c'est pas non plus outrageusement beau, soyons honnêtes. Même si la boîte elle-même est quand même plutôt très classe, avec en plus une fermeture magnétique. Ensuite, The Trade Edition, c'est l'édition standard du jeu, elle vous coûtera 35 $, donc c'est quand même relativement accessible en termes de tarifs également, avec le matos que l'on voit ici, donc matos pas de luxifié pour le coup, des meeples classiques, pas de screen print, matos très très classique, rien de très spécial. Mais on a aussi l'édition Kickstarter, qui ici était plus haute en fait, la Limited Edition, donc avec sa boîte différente, format livre, à 50 $ et non plus à 35, avec cette fois-ci du beau screen print, des belles petites tuiles et des beaux meeples dans tous les sens. Donc le matos est un peu plus charmant, surtout la boîte quand même, qui est quand même vraiment vraiment jolie. Vous avez ici le solo qui vous est présenté, qui va être également très relaxant. On a un petit rival certes, mais bon, ça va être un petit puzzle très sympatoche. Ensuite, pour les frais de port, Canada, 22 $ de frais de port. Union Européenne pour la France, la Belgique, ce sera 17. En revanche, pour nos amis suisses, ce sera 20 $ de frais de port. Et pour nous qui sommes au Japon, c'est 28 $. Raison supplémentaire et archi suffisante pour clairement ne pas backer A Place for All My Books pour moi qui suis au Japon. Parce que même si le jeu est charmant,
qu'il a l'air d'être relativement facile à sortir, même si j'ai pas vu la durée de partie, etc. À checker à nouveau. C'est quand même très très cher pour nous les frais de port. C'est les 2/3 du prix du jeu de base et c'est plus de la moitié du prix de l'édition Deluxe. Donc ouais, c'est pas très engageant, même si encore une fois, beau petit jeu, beau petit projet qui marche très très fort cette semaine sur Kickstarter. Et je check encore une fois pour voir les stats habituelles, combien de joueurs, combien de temps pour une partie. C'est quand même les informations de base, quoi. Donc si vous les avez pas mis, quand même c'est vraiment un manquement. Ouais, non, je trouve pas. J'imagine que c'est 5 joueurs, parce qu'il y a 5 couleurs, mais non, il y a 4 joueurs. 4 joueurs, ça c'est de 1 à 4. Ça me semble assez évident pour le coup. Combien de temps la partie, par contre ça, ma foi, si on retrouve la boîte ici, est-ce que c'est écrit quelque part 1 à 4, 10 ans et plus, 60 minutes, je crois déceler un 60 minutes, mais en vrai, c'est pas sûr du tout, c'est quand même tellement petit, en plus sur la tranche. Bon, je pense que c'est environ 1 heure la partie. Voilà donc pour A Place for All My Books, et vous voyez à quel point ce dessert est forcé, parce que en général un dessert je le couvre plutôt en 10, 15, voire même parfois 20 minutes, et là je pense que j'ai duré beaucoup moins de temps que ça pour A Place for All My Books, mais c'est le très beau succès de cette semaine, en plus c'est un succès un peu surprise, donc il fallait que je le mentionne quand même. Et bon, j'avais envie de faire un petit dessert, ça fait quand même quelques temps qu'on n'avait pas fait de vrais beaux desserts. Donc 12 jours avant la fin de la campagne, 7300 contributeurs, 360 000 € d'engrangés pour A Place for All My Books. Joli petit thème que j'aime beaucoup. Voilà pour ce qui est de ce menu du 2 février 2025. On entre donc dans le 2e mois de l'année déjà. Ça passe vite. Je vais sur mes 38 ans, déjà. Demain, je vais mourir. Non, peut-être pas encore. Vous auriez pas de menu, ce serait triste. Oui, je vais faire le menu jusqu'à mes 75 ans. C'est décidé, c'est acté. Hein, rassurez-vous. Je ferai le menu comme ça, à 75 ans. N'est-ce pas mais donc, ouais. J'espère que ce 2e mois de l'année va nous offrir un petit peu plus de campagne que décembre, qui était vraiment très vide, mais ça, on a l'habitude. Et janvier qui pour le coup était extrêmement léger. Oui, je dis extrêmement parce que c'est renforcer un petit peu l'impression d'extrême. Donc voilà, j'espère que février sera un peu plus intéressant. En même temps, vous allez me dire, moins il y a de projets intéressants, moins on back, moins on dépense de thunes, plus notre banquier est content. Du coup, bah écoutez, je n'ai plus qu'à vous dire merci d'avoir suivi ce menu encore une fois, comme à l'accoutumée, jouez bien, portez-vous bien, etc. Mais avant de terminer quand même, allez checker la nouvelle vidéo que l'on vient de poster vendredi soir, Xavier et moi-même, une émission qu'on a enregistrée il y a quelques mois déjà, le montage a pris beaucoup de temps, avec Nyx, bien sûr, notre fidèle Nyx, et Dylan de la chaîne des Hauts Plateaux, sur ces jeux qu'on aimerait voir portés au cinéma. On s'est vraiment énormément marré à faire cette vidéo. Je pense qu'on en fera certainement 2-3 autres dans le même genre, certainement avec Dylan, parce qu'on a un quatuor qui avait vraiment très bien marché, on s'est très bien marré ensemble. Donc ouais, allez la checker, parce que vraiment j'espère, et je pense d'ailleurs, qu'elle sera également très marrante à regarder pour vous. Donc si vous êtes intéressé par les jeux de société, ça a priori c'est acquis, mais également par le cinéma, ben ça peut être une émission assez fandard et assez intéressante à regarder. Sur ce, du coup, cette fois-ci je vous le dis pour de bon, jouez bien, portez-vous bien, et à la prochaine.